Bienvenue Doxem. Bienvenue Christy. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Aujourd'hui, nous parlons de la pornographie chez les jeunes. 21% des 14-24 ans regardent des vidéos pornographiques au moins une fois par semaine. C'est le résultat d'une vaste enquête Ipsos sur les addictions réalisée pour les fonds Action Addiction, la Fondation Gabriel Péri et la Fondation pour l'innovation politique. Le phénomène inquiète les professionnels de santé. Des membres du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ont lancé vendredi 15 juin d'ailleurs un appel au gouvernement pour protéger les plus jeunes face à la pornographie. Alors parlons-en justement avec toi, Doc Seb. Être confronté à des images violentes ou pornographiques est-il traumatisant pour un enfant et susceptible d'influencer son comportement à venir? Alors oui, on peut le dire là clairement. Maintenant, il y a eu de nombreuses études et de méta-analyses d'études, tout un tas d'études qui ont été faites, et on voit qu'il y a quand même plusieurs effets sur, je dirais, les enfants, les adolescents. Alors, on voit une augmentation notamment de l'agressivité, alors que ce soit la pornographie ou les images violentes, parce qu'il y a quand même un lien, c'est que les enfants ne sont pas préparés psychiquement, outillés d'un point de vue neuropsychologique pour pouvoir recevoir ces images-là. Et donc, il y a un lien entre l'augmentation de l'agressivité suite à des visionnages, parfois d'images violentes, voire pornographique. Il y a, alors notamment aussi avec les neurones miroirs, c'est-à-dire il y a une identification aussi qui peut se faire avec l'agresseur ou même la victime. Il y a un sentiment d'insécurité aussi qui peut augmenter. On s'aperçoit que plus on va voir des images violentes, alors pas forcément des images extrêmement violentes, mais il y a la répétitivité qui va jouer aussi. Donc un sentiment d'insécurité de base. Il peut y avoir des troubles du sommeil aussi qui sont associés, aussi de l'anxiété qui vont aussi s'associer, et parfois, on va dire, des comportements par analogie, par imitation, du fait qu'on ne comprend pas quelque chose, une tendance à éventuellement le répéter, parfois sans le comprendre, évidemment. Donc, on peut dire que c'est entièrement négatif. Et c'est quand même un risque sociétal très important pour que beaucoup de monde s'y soit penché ces 20 dernières années, parce que il y a en plus de ça, on va dire la cyber dépendance qui s'est créée, et notamment chez les enfants de plus en plus jeunes. On s'aperçoit que très tôt, au-delà même des images violentes, il y a une surexposition aux écrans, et même certains ont développé, alors notamment dans l'industrie du jouet, les fameuses tablettes soi-disant éducatives ou tout un tas d'ordinateurs, je ne sais trop quoi, qui ont favorisé aussi cette problématique-là. Donc, en gros, comme recommandation, aucune tablette, aucun matériel inutile, je dirais informatique, avant 6 ans. C'est le plus important pour l'enfant, c'est d'explorer le monde et aussi d'être en interaction aussi. Il y a un effet aussi où il y a un retrait de plus en plus important chez beaucoup de jeunes qui interagissent moins avec leur entourage. Et la sédentarité aussi. Alors, est-ce qu'il existe un âge charnière en dessous duquel l'exposition à des images pornographiques est dangereuse pour un enfant? Déjà, on va dire que avant 13 ans, c'est extrêmement nocif et dangereux, puisque les enfants ne sont pas habilités d'une certaine façon à pouvoir recevoir ces types d'images. Mentalement, il n'y a pas cette possibilité-là, donc ça crée des micro-traumatismes. Déjà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, la question de la sexualité, notamment, il n'y a pas une élaboration autour de la génitalité. Il ne faut pas confondre la sexualité des adultes du développement psychosexuel des enfants, qui n'a rien à voir sur, je dirais, leur psyché qui est quand même complètement vierge encore. Et donc, il y a quelque chose d'une intrusion de l'image violente qu'est pornographique, ou même violente tout court, qui va faire effraction un peu dans leur univers. Donc ça, c'est vraiment un problème quand même essentiel
de protéger les enfants, et c'est pour ça qu'il y a eu cet appel notamment de médecins, d'obstétriciens, mais aussi de psy à un moment donné. Et puis aussi le fait que la sexualité, elle n'est envisagée que dans une relation particulière, souvent de domination, où l'autre est utilisé simplement et instrumentalisé comme un objet. Et là, il y a un vrai souci pour les enfants, mais aussi au-delà. Dans leur construction affective plus tard, quand ils seront hommes et femmes, de ne penser que c'est que la seule modalité affective dans un couple. Les images de violence ont-elles le même effet délétère? Alors, elles ont un effet aussi dangereux, les images de violence, mais peut-être un tout petit peu moindre. Mais bon, moi j'ai tendance quand même à dire qu'il y a quand même un équivalent. C'est pas parce que la violence, c'est quelque chose qui est plus ou moins expérimenté, mais qui fait pas complètement effraction. Dans la vie de l'enfant, parce que eux-mêmes peuvent vivre des formes d'agressivité, de pulsion comme ça, ils vont l'expérimenter. Donc il peut y avoir une élaboration quand même par l'aide d'un tiers de l'adulte, alors que pour la sexualité, ça fait effraction complètement. Ils en sont pas du tout là. Quand on voit les théories sexuelles infantiles des tout petits jusqu'au début de l'adolescence, on est loin quand même de cette effraction de la pornographie, notamment dans leur univers. Être confronté une ou deux fois à des images pornographiques, suffit-il à créer un traumatisme chez l'enfant, Doc? Alors, ça va dépendre. Je dis ça parce que quelque part, chez certains enfants hypersensibles, une seule, je dirais, effraction de cette pornographie, ça peut je dirais, très préoccupant et amener des obsessions, amener des problématiques anxieuses ou autres. Mais c'est plutôt l'effet de la répétition, je dirais, qui a un effet à terme qui peut être destructeur sur leur image aussi et sur leur monde interne. Après, ça peut être repris. Je dis ça parce qu'il ne faut pas non plus être dans l'extrême et dire que parce qu'on a vu une scène, on va être immédiatement perturbé à vie. Je dis ça parce que c'est quand même relativement fréquent, malheureusement, vous voyez les statistiques, que les enfants soient exposés, je dirais surtout les pré-ados ou ados, à de la pornographie, sans forcément d'ailleurs l'avoir toujours sollicité. Après, on va voir aussi chez les plus jeunes, et c'est là où il y a quand même ce problème, ces représentations qui vont arriver par soit faire comme, par analogie, ce qu'ils ont pu voir, soit par l'intermédiaire du dessin, soit par des mots, des gros mots, tout un tas de choses qu'ils ont pu entendre, ou des propos crus, qui vont répéter parfois sans forcément le comprendre, quelque part. Ce qui va être important, c'est de pouvoir entamer ce dialogue avec eux, de pouvoir mettre des mots sur tout ça. Parce que c'est quelque chose qu'il faut traiter à un moment donné. Alors déjà, pour les plus jeunes, avec les parents, et puis petit à petit, après, pourquoi pas aussi avec des professionnels en sexologie, en psychologie et autres, qui pourront aussi aborder ces questions-là. L'impact des images pornographiques, Doc, est-il moindre chez l'adolescent finalement? Alors, a priori, c'est moindre que chez des enfants, mais c'est pas souhaitable. S'il y a une interdiction moins de 18 ans, c'est qu'il y a une raison, évidemment. Parce que, je dirais, l'ado, il a quand même la possibilité d'échanger un peu plus. Il élabore différemment. Il peut en parler un petit peu avec ses copains, avec la famille. Et le thème de la sexualité, c'est pas quelque chose qui est complètement en dehors de son univers, puisque l'ado y pense. D'ailleurs, c'est souvent pour cette raison qu'il va voir de la pornographie quand il n'est pas confronté directement. Et il est déjà un peu plus structuré, mais c'est pas à banaliser, parce que il commence à construire sa propre représentation de la sexualité,
du couple, c'est aussi l'âge des premiers flirts, des questionnements qu'il peut avoir par rapport à son érection, de la question aussi qui peut se poser sur le consentement aussi dans la relation, sur, je dirais, la dimension du désir. Et donc, c'est important qu'il ait d'autres sources. Et malheureusement, actuellement, c'est l'une des seules sources, puisqu'il n'y a pas forcément d'éducation, en tout cas à la sexualité, même si c'est dans un programme plus ou moins d'État, c'est rarement tenu. Est-ce que la source pourrait être les parents, finalement ? Alors, les parents, qu'ils aient une ouverture sur la sexualité, c'est important. Moi, je le vois, par exemple, en cabinet, il y a 2 types de souffrances. C'est soit dans l'hyper, soit dans l'hypo. C'est-à-dire, soit il y a des parents qui en parlent trop et qui, on va dire, exhibent leurs problématiques sexuelles ou la sexualité en général auprès de leur enfant, ce qui fait que les enfants trouvent ça un petit peu étonnant parce qu'il y a quand même une différenciation qu'ils ont à faire à ce moment-là. Soit à l'inverse, c'est un sujet complètement tabou dont il ne faut pas parler et qui n'existe pas. Donc il faut trouver un intermédiaire par rapport à ça dans la parole un peu parentale. Je pense que c'est important qu'ils puissent aussi s'informer par eux-mêmes via, alors bon, il y avait les plannings familiaux, on en voit de moins en moins, mais par des séquences, je dirais, sur l'éducation sexuelle, sur aussi consulter, par exemple en sexologie. Moi, j'ai de plus en plus d'adolescents qui viennent, alors que ce n'était pas le cas du tout auparavant, par rapport à leurs questionnements sur leurs premières émotions autour de la sexualité, leurs premières préoccupations, et d'avoir aussi un autre son de cloche. C'est aussi important dans cette construction de réassocier on va dire l'affectif et le sexuel, parce qu'on est dans une société où on a eu tendance à ne parler que de la sexualité comme une consommation finalement qui est, je dirais, un peu désaffectivée. Alors que, j'ai envie de dire, l'un ne devrait pas aller sans l'autre, ou si ça va trop longtemps sans l'autre, ça va poser un problème dans la construction amoureuse. Alors, on parlait de contrôle parental, justement, bonne transition. Que penser des systèmes de contrôle parental pour limiter l'accès à certains sites ? Alors, ça peut être une bonne chose. Alors, notamment pour les plus jeunes, je pense que c'est même essentiel de mettre des contrôles parentaux qui vont bien filtrer les images autour de la violence, de la pornographie aussi, mais il faut faire un petit peu attention. Je pense que quelque part, le meilleur filtre, c'est quand même le parent et l'accompagnement, parce qu'il y a un peu 2 écueils. Il y a soit ceux qui ne veulent pas du tout en mettre, qui disent l'enfant va se débrouiller et puis je l'accompagnerai, mais en fait il l'accompagne pas tout le temps de toute façon, puisque l'ado il est quand même souvent, ou le jeune, un peu seul quand il revient de l'école. Et puis il y a ceux qui misent tout sur le contrôle parental sans tellement en parler, en se disant la technologie fait son office, et puis voilà. Il faut un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois du contrôle parental et aussi de la discussion, de l'échange et on va dire une sensibilisation autour des problématiques, alors de la pornographie, de la violence, mais aussi du fait qu'on peut être, et on voit de plus en plus, harcelé sexuellement ou harcelé via les réseaux sociaux, mais aussi être une proie aussi pour des réseaux de pédopornographie ou pédophilie. Ça, il y a quand même là une sensibilisation à avoir. Beaucoup d'ados ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être la proie aussi de certaines personnes qui se font passer pour d'autres ados, par exemple. Ça arrive, c'est une des stratégies de certaines personnes qui présentent des troubles pédophiles. Alors, à l'ère du virtuel 2.0, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, par exemple, sont propices à de tels comportements ? Alors, c'est effectivement les réseaux sociaux. Alors, en plus, on le voit de plus en plus. Il y a des jeunes de 8 ans, 10 ans, qui ont leurs propres réseaux sociaux. Ça reste problématique, même si, a priori, c'est interdit. Mais effectivement, là, il y a un lien parce que, on va dire, dans les réseaux sociaux, notamment, il y a cette idée de popularité.
qui reprend d'ailleurs la popularité de la cour d'école d'antan, où plus on a d'abonnés et plus on va se sentir puissant, narcissisé, etc. Donc là, on voit quand même une dérive un peu de notre société autour de ces questions-là, ce qui fait que certains ados vont de plus en plus, on va dire, mettre des images d'eux-mêmes, de leur désirabilité, voire même un peu dénudée ou autre, qui fait que ça va être propice aussi à des échanges autour de, on va dire, une cybersexualité. Ça va même au-delà de la pornographie et parfois avoir des sacrés déboires, avoir des problématiques d'harcèlement ou autres. Et puis aussi, le fait d'utiliser en parallèle ces réseaux sociaux, parfois pour des activités auto-érotiques ou je ne sais trop quoi, effectivement que ça a eu un impact, sérieusement. Bon, mais c'est comme tout, ça dépend de l'usage qu'on en fait, et je pense que ça va nécessiter toujours un accompagnement familial, on va dire, à une juste distance. Alors, on a tout de même la sensation que la sexualité a été désacralisée quelque part, que les tabous ne sont plus d'actualité. Pourquoi donc, Doc ? Alors, pour une raison précise, c'est qu'il y a déjà une hypersexualité, je dirais, sociétale. On le voit dans les images qu'on a en permanence, qui sont diffusées pour vendre, pour acheter, pour tout ce qu'on veut. Il y a l'usage. On va dire, pour acheter une voiture, on va mettre une belle femme, par exemple. C'est comme si on achetait la femme. Il y a quelque chose comme ça, avec on va dire une utilisation dans notre société de la sexualité ou de l'hypersexualité, du voyeurisme et de l'exhibitionnisme aussi autour et du voir finalement, du pouvoir de l'image qui est de plus en plus prégnant. Et puis aussi, il y a on va dire un abaissement de tous les tabous, alors qui était peut-être nécessaire dans certains plans. Par exemple, il y a une démocratisation des pratiques sexuelles qui n'est pas une mauvaise chose. En revanche, le modèle et la standardisation, c'est devenu la pornographie. C'est-à-dire, on le voit, des ados, mais même des adultes, qui sont dans des scénarios, des schémas très classiques de la pornographie dans leurs relations amoureuses, sexuelles et autres, comme s'il n'y avait pas eu d'autres possibilités pour eux que de s'éduquer ou d'apprendre finalement l'affectivité et la sexualité. Donc, oui, il y a vraiment un impact et puis une désacralisation au sens où on l'a complètement dissocié de sa valence affective. Et ça, dès qu'on commence à aller dans ce sens-là, on crée aussi une addiction. Par exemple, les sexes addicts ou la pornaddiction, on en voit de plus en plus, c'était pas si courant que ça antérieurement, alors que maintenant, on a quand même de plus en plus de personnes qui présentent ces problématiques-là. Et donc là, c'est bien, on va dire, l'influence sociétale autour de cette question-là. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Dernière question, quelle serait la solution pour lutter contre la pornographie chez les jeunes aujourd'hui ? Alors, déjà, c'est l'éducation, l'éducation sexuelle et affective. Je pense que c'est important parce que ça ne suffit pas, l'éducation sexuelle, au sens où, d'ailleurs, antérieurement, on l'a limité à étudier les gamètes et la reproduction. C'est pas ça. C'est vraiment la question de qu'est-ce qu'une rencontre amoureuse, qu'est-ce qu'un processus de séduction, qu'est-ce que le consentement, quels sont les critères d'attraction entre les hommes et les femmes, quelles sont aussi les pratiques, et pouvoir en parler dans la logique de plaisir et de santé. C'est tout à fait important de l'associer à la santé et pas soit une version négative et péjorative de la sexualité qui serait tabou ou un péché, ou au contraire une version consummatrice où ça serait simplement une activité comme une autre complètement banalisée. Donc là, il y a vraiment un travail sur l'éducation psycho-affective et sexuelle dans ce domaine. Alors à tous les niveaux, je pense que ça va de l'école jusqu'à consulter en sexologie, en psychosexologie et autres, mais aussi une ouverture un peu parentale, mais à une juste distance. Et puis après, il y a le respect aussi, et ça c'est important, de la signalétique. Si c'est interdit au moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 18, etc., c'est qu'il y a une raison. Donc
Voilà. Et ça, on pourrait peut-être le dérouler un peu plus dans, je dirais, tout ce qui est Internet où ça n'existe pas ou peu, où n'importe qui a accès à n'importe quoi en l'espace de 3 secondes, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a une réorganisation et peut-être une législation à amener aussi un peu plus sur ces questions-là, hein. Mais en tout cas, garder le dialogue avec son jeune, c'est tout à fait important par rapport à ces questions. Et puis, ne pas oublier que au-delà de la sexualité, c'est des histoires d'amour qu'on vit. Et je crois que c'est le plus important à cet âge comme à d'autres. C'est aussi ce qui donne sens à la vie et ne pas, je dirais, penser que en termes de pratique, mais en termes de relation. C'est tout à fait important. Merci Doc Seb. Sébastien Guernero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. On se retrouve très rapidement pour une prochaine émission. Merci. Merci, à très bientôt.